Pour vos patients, vivre avec une plaie, c'est mettre sa vie sur pause. Pour chacun de ces patients, vous, soignants, jouez un rôle essentiel. En leur prodiguant les meilleurs soins pour favoriser la cicatrisation, vous les aidez à retrouver leur mobilité, leur liberté, leur vie d'avant. Vous incarnez l'espoir d'une vie à nouveau normale. Notre mission, chez Urgo Médical, est de vous accompagner pour cicatriser les plaies de vos patients le plus tôt possible. Pour mener à bien cette mission, nos équipes ont à cœur de mettre à votre disposition chaque jour des produits innovants, fondés sur les preuves, conçus et produits en France, dans notre centre de R&D et dans nos usines. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est la science, la recherche et des solutions de rupture qui se fondent sur des preuves cliniques. L'innovation est un levier fondamental pour Urgo Médical. Elle est évidemment dans nos laboratoires de recherche, mais pas seulement. Elle est aussi dans nos usines, où nous créons nos propres machines adaptées à nos nouvelles solutions produits. Ce qu'on veut pour nos patients, c'est le meilleur, c'est leur permettre de guérir, de cicatriser le plus rapidement possible. Nos équipes sont formées pour vous accompagner et être au cœur du parcours de soins du patient. Notre engagement à vos côtés, c'est aussi d'améliorer les connaissances scientifiques et de diffuser les bonnes pratiques en cicatrisation. C'est ce que nous faisons à travers nos communications scientifiques, nos événements dédiés à la prise en charge des plaies. Notre objectif est de faciliter vos échanges entre soignants de ville et de l'hôpital, au niveau local, régional, national. Notre préoccupation constante est de vous fournir des informations utiles, fiables, objectives. Chaque jour, votre mission est de soigner vos patients. Chaque jour, notre mission est de vous aider. Pour cela, nous avons développé Illico, une application mobile innovante et accessible à tous, favorisant la coordination entre soignants pour une meilleure prise en charge des plaies du début jusqu'à la fin de leur cicatrisation. Ceux qui font la différence au quotidien chez Urgo, ce sont nos équipes qui font vivre notre mission avec passion chaque jour à vos côtés pour que les patients cicatrisent plus tôt, pour qu'ils retrouvent leur vie d'avant, pour leur permettre de vivre, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés et bienvenue pour cette troisième édition du Forum des pharmaciens hospitaliers. Alors Claire, le forum c'est quoi ? Le Forum des pharmaciens hospitaliers est une formation numérique gratuite à destination des pharmaciens hospitaliers, créée par des pharmaciens hospitaliers en partenariat avec Urgo Médical. Alors, Urgo Médical, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, nous sommes un laboratoire spécialisé dans le traitement des plaies. On a à cœur de vous proposer des solutions qui sont innovantes, qui ont prouvé leur efficacité clinique et qui sont fabriquées en France et qui tendent à améliorer la prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques et aiguës. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Aujourd'hui, le thème abordé sera l'impression 3D appliquée à la santé, présenté par Dr Nicolas Maillard, pharmacien hospitalier au CHU de Vannes, Dr Hélène Levert, pharmacien hospitalier à l'AP-HP de Paris, Dr Quentin Misanto, pharmacien hospitalier à l'AP-HP de Paris également, Monsieur Florian Plouvier, business developer chez Lattice Service, et Monsieur Quentin Pruneau, chargé de mission support technique chez Urgo Recherche, Innovation et Développement. Alors l'impression 3D appliquée à la santé, quels sont les besoins médicaux, les opportunités et les risques ? Vous allez le savoir tout de suite. Et n'oubliez pas, à la fin de la présentation, un QR code est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à compléter le formulaire et nous reviendrons vers vous avec toutes les réponses. Bonjour à tous, bienvenue à cette session du webinaire qui va porter sur l'impression 3D dans le domaine médical en 2023. Cette session sera composée de 4 parties. Une première introduction par Hélène Levert. Nous passerons ensuite sur la vision du pharmacien hospitalier et un retour d'expérience d'EDM que l'on appelle in-house avec le docteur Missando. Puis nous passerons au point de vue de la start-up avec Lattice Médical et M. Florian Prouillet. Et ensuite, nous verrons l'aspect industriel avec M. Pruneau du laboratoire Urgo. Bonjour à tous. Donc, en 2018, le domaine médical représentait 11% de l'activité de l'impression 3D.
Cette activité qu'on appelle la fabrication additive est une technique qui est connue depuis une quarantaine d'années et elle possède déjà un très grand nombre d'applications possibles qu'on va passer rapidement en revue. Par contre, donc je n'aborderai pas le secteur du médicament qui a aussi qui présente de vastes possibilités. Donc, ce qu'on remarque parmi les applications possibles de l'impression 3D, c'est qu'on est souvent dans une recherche de fabriquer des dispositifs sur mesure. Donc, on peut distinguer parmi ces dispositifs sur mesure des dispositifs qui ne sont pas implantables. Les plus connus du grand public, ce sont les prothèses dentaires, les gouttières, les prothèses auditives, qui, elles, sont fabriquées actuellement quasiment à 100% par impression 3D. Le domaine médical qui est le plus impacté, qui présente le plus de possibilités en termes de fabrication additive, c'est la chirurgie orthopédique. Donc avec des impressions de membres, des impressions d'orthèses, d'ancillaires pour les interventions chirurgicales, et l'impression 3D offre une de grandes possibilités en termes de diversité, de matériaux, d'aspects et je dirais presque de jeu avec les matières et les couleurs. On peut imprimer des plâtres, comme on le voit sur la droite de l'image, mais c'est un domaine où, si j'ai bien compris, la mise en forme du dispositif, à ce jour, ne permet pas de concurrencer les dispositifs qu'on a à notre disposition, avec une utilisation rapide et des circuits patients qui sont adaptés à cette prise en charge rapide. Donc, c'est une des limites dont on parlera après. La chirurgie plastique est aussi un domaine où plusieurs solutions sont déjà mises en œuvre, que ce soit au niveau de l'utilisation clinique ou de la recherche. Donc avec la réalisation d'épithèses qui permettent d'avoir notamment sur les yeux un réalisme qui est bien augmenté par rapport à ce qui existe actuellement. Et puis, si on parle d'œil, c'est au stade de la recherche une université qui a imprimé ce qu'ils appellent un œil bionique, donc entièrement imprimé 3D, un dôme de verre recouvert de photodiodes qui sont capables de capter la lumière et d'envoyer à partir de cette lumière un signal électrique au niveau du cerveau. L'objectif étant bien sûr de restaurer partiellement la vue des patients. Et puis la dernière utilisation dans ces non implantables, ce sont des jumeaux anatomiques, c'est-à-dire des modèles d'entraînement sur mesure qui vont permettre aux chirurgiens de répéter des interventions chirurgicales complexes ou des radiologues d'ailleurs, et de réaliser un entraînement en conditions proches du réel. Il y a aussi de nombreux implants qui ont déjà été produits par impression 3D. Donc à nouveau l'orthopédie qui est largement présente avec des disques intervertébraux, des plaques d'ostéosynthèse, des cotyles, des éléments de prothèse orthopédique. Et puis la plastie aussi, donc avec des implants de comblement, le dispositif de lattice dont on va parler après, donc qui vise à remplacer les prothèses mammaires, si vous nous confirmerez ou pas. Voilà, en silicone, avec un système d'architecture qui va permettre la croissance des tissus et qui est donc architecture qui est entièrement résorbable. Et puis, un petit exemple des choses qui peuvent se faire. Donc, le CHU de Toulouse qui a implanté une prothèse imprimée 3D sur l'avant-bras d'un patient pour bénéficier d'une zone qui est très vascularisée. Et cette expérience a permis de recréer des tissus sur cette architecture synthétique, donc tissus innervés, vascularisés, et de réaliser ensuite une greffe chez le patient. Donc tout ça, ce sont des impressions qui sont réalisées à partir de matériaux synthétiques, mais on peut aussi imprimer des dispositifs qu'on appelle biosynthétiques. Donc c'est ce qu'on appelle la bioimpression, c'est-à-dire qu'on va avoir un support, généralement un support qui est synthétique, qui est le plus souvent à base de collagène.
et sur lequel on va venir appliquer ce qu'on appelle des bio-encres, c'est-à-dire un mélange de cellules souches provenant du patient qui sont mises en culture dans un petit cocktail savant contenant des facteurs de croissance, des facteurs d'adhérence, des protéines de signalisation. Et l'ensemble de ce dispositif produit lors de la première étape va être mis en maturation dans un bioréacteur qui va assurer des conditions de gravité, de circulation de solutions bien particulières qui doivent permettre le développement harmonieux de l'organe ou du fragment d'organe. On parle dans ce cas-là d'impression 4D puisque le temps est le quatrième élément qui va agir sur la réalisation du produit final. Donc avec cette impression 4D, on voit que presque tous les organes, en tout cas de très nombreux organes, ont déjà été synthétisés. Sur l'image, donc, on voit un cœur qui a été réalisé avec des valves. Donc il y avait quand même à la base le ventricule d'un patient, mais ce cœur a des capacités de contraction. Il a une vascularisation propre. Il n'a pas été utilisé en clinique, mais il a été réalisé. Des essais sur le foie, sur le rein, sur une oreille qui est construite à partir d'une architecture synthétique pour le coup. Il y a énormément d'expériences qui ont déjà été menées. Généralement, ce sont des organes qui sont synthétisés à visée de tests, soit tests in vitro pour des essais de toxicité, de pharmacocinétique, soit des essais précliniques. Quelques implantations ont été réalisées sur des organes creux, donc quelques vessies et quelques vaisseaux qui ont été implantés chez l'homme. Et puis, une petite particularité, donc le dispositif BioPen, qui est un crayon qui assure le rôle d'imprimante 3D et qui va imprimer des cellules en péropératoire sur un défect osseux ou sur une fracture pour accélérer la récupération du patient. Alors bien sûr, il est aussi possible d'imprimer des objets, des dispositifs médicaux standards, non sur mesure. On imprime d'ores et déjà des modèles anatomiques qui vont servir soit à la formation et à l'information des patients, soit à l'entraînement des médecins juniors ou des médecins plus néophytes sur une technique. On peut également imprimer des gabarits qui permettent aux cliniciens de visualiser le résultat de son intervention, avec un petit point d'attention sur le fait que le fabricant du dispositif médical ne sera pas nécessairement le même que celui qui fabrique le gabarit. Donc il peut y avoir des différences notables sur le rendu, du fait de matériaux qui vont être différents ou de techniques d'impression différentes. On peut bien sûr imprimer de petits équipements, et plus particulièrement des pièces détachées de petits équipements. C'est d'ailleurs déjà ce qui se fait aux Hospices civils de Lyon. Et enfin, on peut aussi bien sûr imprimer des consommables de divers types. Certains ont été imprimés pendant le Covid d'ailleurs, tout en sachant que cette technique d'impression 3D n'est pas très adaptée à la fabrication en série du fait du temps assez important que nécessite la réalisation d'une pièce. Alors, les limites. Donc elles sont, je trouve, peu évidentes à définir pour quelqu'un qui n'a pas une grande expérience, parce que je trouve qu'on voit déjà que les limites qui étaient présentes il y a très peu d'années ne sont plus forcément les limites d'aujourd'hui. Je pense que les professionnels du secteur seront plus à même de nous éclairer sur ce point, si vous avez des questions à poser après. Parce que, effectivement, il y a tellement de matériaux et tellement de techniques d'impression que les limites ne sont pas les mêmes en fonction de la technique que vous avez utilisée. Et j'ai eu le sentiment, en tout cas, que la limite est surtout posée par la connaissance du professionnel qui décide de faire de l'impression 3D et qui doit savoir ce qui va être adapté en termes de matériaux et en termes de techniques d'impression pour le produit qu'il désire obtenir.
Donc les matériaux peuvent constituer une limite parce qu'il y a quand même des matériaux qui ne sont pas adaptés à l'impression 3D. En fonction effectivement des matériaux et des techniques de fabrication, l'état de surface du produit fini peut ne pas être suffisamment satisfaisant. De la même façon, la précision de l'impression peut ne pas permettre d'obtenir les caractéristiques souhaitées. Les dispositifs multicolores que j'ai vus comme faisant partie des limites, donc présentant certaines difficultés, j'ai cru comprendre que ce n'était plus forcément une véritable limite, en tout cas que ça nécessite des imprimantes spécifiques, mais que c'est bien évidemment faisable. D'ailleurs, on en a vu dans les exemples. La fabrication donc, peut être émettrice en fonction du matériau utilisé et de la technique, là aussi, de particules ultra fines et de vapeurs qui vont présenter une toxicité pour les manipulateurs, donc c'est un point d'attention important. Et puis le temps d'impression est quand même un peu long, donc c'est un élément à prendre en compte en fonction de ce que l'on souhaite produire. Enfin, les atouts. Donc un des principaux atouts, c'est quand même le délai de production qui est réduit, même si effectivement on ne peut pas produire en grande quantité en série. Lorsqu'on veut un produit qui est sur mesure, on va effectivement pouvoir l'imprimer avec un délai qui est assez court. Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas besoin de machines-outils spécifiques, pas la nécessité d'avoir un moule adapté à chaque modèle. De la même façon, on va pouvoir obtenir une réduction des coûts par l'absence de ces moules et de ces outillages. Néanmoins, certains matériaux sont quand même assez coûteux et peuvent augmenter le coût de fabrication. Évidemment, si on fait une fabrication in-house, donc au sein de l'hôpital, on va s'affranchir de tous les inconvénients qu'on connaît bien sur la livraison, mais on verra qu'on aura bien d'autres inconvénients à surmonter. La gamme de matériaux est quand même maintenant assez large, bien au-delà des matières plastiques. Et puis, on va pouvoir, avec cette technique, associer des textures différentes, fabriquer des formes qui sont assez complexes, obtenir des dispositifs qui vont présenter une légèreté bien supérieure aux dispositifs dont on dispose actuellement. Enfin, on peut imaginer dans quelques années, peut-être très peu d'années d'ailleurs, remplacer nos dépôts temporaires qui nous arrivent en version XXL dans les hôpitaux par un seul implant ou 2 implants pour garantir l'intervention totalement sur mesure. Merci Hélène. Pour ma part, je vais vous présenter mon travail issu de mon mémoire de Master 2, dispositif enregistrement, évaluation et matériaux-vigilance à Paris-Saclay. Ce travail, je l'ai mené avec M. Lionel Tortolano et M. Bosque à l'hôpital Henri Mondor. Ma mission principale était donc d'assurer la conformité de la fabrication d'un DM sur mesure, des guides de coupe, pour donc la reconstruction de la mandibule. Cette activité, elle était présente depuis déjà 8 ans à l'hôpital Henri Mondor. Le règlement sur les dispositifs médicaux qui est en vigueur depuis mai 2021 a défini une nouvelle voie réglementaire pour les dispositifs qui sont fabriqués à l'hôpital. Et nous avons essayé donc d'utiliser ce dispositif, cette nouvelle voie, pour mettre en conformité cette production. Vous pouvez voir ici que c'est l'article 5 qui donc nous a permis de nous lancer dans cette démarche. Cet article 5, il faut savoir que les États membres conservent le droit de le restreindre ou pas, en tout cas la fabrication in-house en Europe. C'est l'ANSM donc, qui dispose avec la DGS de cette possibilité de limiter plus ou moins l'utilisation du in-house en France. Et vous pouvez ici trouver en lien un webinaire qui a été publié par l'ANSM et qui adopte des positions assez restrictives sur l'utilisation du in-house en décembre 2021. On va voir que c'est un dialogue qui va évoluer possiblement par la suite.
Donc là, je vous présente maintenant Cujo, donc le guide de reconstruction de la mâchoire par autogreffe. Ce travail, donc, il est issu d'une expérience de 8 ans. On a pu constater qu'il y avait une évolution dans la capacité à maîtriser la sécurisation des guides de coupe par le Dr Bosc au fur et à mesure des années. C'est un DM de classe 2A. Et vous pouvez donc constater ici qu'il utilisait le logiciel MexMixer, qui n'est pas toujours évident à maîtriser, car c'est un logiciel open source. Vous avez ensuite la fabrication additive assistée par ordinateur, avec les modèles anatomiques qui permettaient ensuite la préconformation des plaques d'ostéosynthèse de la greffe de fibule. Et ensuite, vous pouvez constater qu'il y a des patients qui ont vraiment des déformations considérables et pour lesquels il est urgent d'intervenir. Le processus de fabrication qui a été utilisé à l'hôpital Henri-Mondor partait d'une prescription pour ensuite donc la conception assistée par ordinateur à l'aide d'imagerie 2D par CT scan, la modélisation par le chirurgien et la planification chirurgicale ensuite, qui lui prenait quelques heures, mais qui lui permettait vraiment de gagner considérablement du temps le jour de l'intervention et ainsi de réduire le temps d'ischémie à froid. Donc ensuite, il y avait une grosse partie donc, de conception des instruments sur mesure, et puis se lancer presque directement ensuite dans la fabrication à l'aide d'une imprimante par dépôt de fil fondu, ou FDM. Le matériau utilisé était de l'ABS. Nous avions donc cette étape d'inspection visuelle quelques jours avant l'intervention par le chirurgien et ensuite un test sur les modèles anatomiques qui était également produit à l'aide d'une deuxième imprimante. Par la suite, nous avions donc nous en tant que pharmaciens été sollicités très en amont parce que l'ABS est difficile à stériliser par autoclave et donc à Henri-Mondor nous disposions d'un stérade. Donc, qui nous permettait de stériliser l'ABS à basse température grâce au peroxyde d'hydrogène. Nous assurions donc les étapes de nettoyage, de conditionnement, de stérilisation et nous assurions la libération des guides de coupe. Enfin, le 4e jour, après la prescription, nous avions donc le chirurgien qui pouvait, en amont de l'intervention, préconformer ses implants, réaliser les ostéotomies mandibulaires puis fibulaires et enfin l'ostéosynthèse. Il faut savoir que cette intervention, elle dure en moyenne 7 heures et que le gain de temps sur une telle intervention est vraiment très important pour le chirurgien pour qu'il accepte l'idée de se lancer dans une intervention plus complexe. C'est également très important d'avoir une précision fine lors de la reconstruction de la mandibule pour atteindre un niveau de fonctionnalité qui permette aux patients après de retrouver la parole et une certaine qualité de vie. Pourquoi nous nous sommes lancés dans la fabrication à Mondor de DM sur mesure, in-house? D'une part parce que le délai de mise à disposition des guides du coupe entre la prescription et la réception était trop long au sens du Dr Bosc. Donc on avait quand même essayé de travailler avec Materialize et 3Decide qui nous assuraient des délais de livraison de 3 semaines contre 4 jours comme vous l'avez vu. Ensuite, il permettait ce guide de coupe in-house au chirurgien de se lancer complètement dans son intervention, de vraiment la planifier alors qu'il était restreint par certaines spécifications par ces sociétés. Et puis à la fin, il disposait en fait de 2 versions du même guide de coupe, ce qui lui permettait, en cas de déstérilisation, de continuer l'intervention. Alors, les fonctions du pharmacien. Alors, moi, j'étais donc dans un cursus Master 2, plutôt pharmacie industrielle. Ça m'a permis de développer, ce Master 2 m'a permis de développer les acquis. Et là, je vous présente donc les différentes fonctions du pharmacien, mais pas forcément qu'hospitalier. J'ai tout d'abord sensibilisé avec Lionel, le chirurgien, aux exigences du nouveau règlement. Sur les dispositifs médicaux, il y avait un vide juridique avec la directive. Il a fallu une sacrée augmentation du niveau de connaissance réglementaire du chirurgien pour que nous puissions continuer à avancer dans cette aventure.
Ensuite, nous avons conçu un dossier de lot pour le suivi des fabrications de guides de coupe sur mesure. Nous avons élaboré une structure de système de management de la qualité afin de recueillir régulièrement les informations issues de la fabrication. Et puis nous avons également amélioré le circuit prescription, conception, fabrication, stérilisation, utilisation du guide de coupe en fluidifiant les étapes entre, par exemple, le chirurgien et la stérilisation, ou encore la stérilisation et le bloc opératoire. Je refais un point assez rapide sur les conditions essentielles du règlement donc sur les dispositifs médicaux qui est en vigueur depuis mai 2021. Il y a donc une première condition, c'est le respect des exigences essentielles. Dans l'article 5, il est clairement stipulé qu'on peut s'exonérer d'être un établissement fabricant à condition du respect des exigences essentielles de l'annexe 1, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir un système de management de la qualité, avoir complété le dossier de gestion des risques, mais également utiliser des matériaux biocompatibles au sens ISO 10993. Il faut aussi éviter d'avoir une échelle industrielle, ce qui n'est pas défini dans le règlement sur les dispositifs médicaux. Dans notre cas, c'était un DM qui était produit pour 10-20 patients par an. Nous rentrions dans les clous. Enfin, il y avait aussi le fait que l'activité de production et l'utilisation du dispositif soient dans la même entité juridique. Nous étions couverts par le fait que la PHP est une entité juridique. Ensuite, il fallait éviter, donc il fallait faire un benchmarking pour voir si nous avions d'autres industriels qui étaient en mesure de fournir cette prestation. Il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Et donc, ça a eu égard en fait, au délai de fabrication qui était trop long et au niveau de qualité qui était inférieur, donc, selon le chirurgien, par rapport à ce qu'il était capable de produire. Vous avez en haut le lien vers un rapport du MDCG, donc c'est un groupe au niveau européen qui est chargé d'expliciter le règlement sur les dispositifs médicaux et qui, en janvier 2023, a précisé pas mal des dispositions du RDM en citant par exemple ce qui pouvait être un dispositif médical ou ne pas être un dispositif médical. En l'occurrence, les guides de coupe n'ont pas été cités comme étant des dispositifs in-house qui ne peuvent pas être des dispositifs médicaux in-house impossibles à fabriquer. On peut produire, à mon sens, des guides de coupe in-house à l'hôpital. Les autres conditions du règlement sur les dispositifs médicaux pour fournir un dispositif de qualité. Donc il faut une documentation technique, ce qui n'est pas toujours évident à récupérer. Il y a un gros enjeu au niveau de l'intégrité des données entre le scanner, la modélisation et surtout entre la modélisation donc, des modèles anatomiques et la conception des instruments. Donc on récupérait les fichiers au format DICOM. Ensuite, on avait donc la déclaration publique de conformité qui est disponible maintenant dans l'annexe A du guide de la MDCG, donc le groupe de coordination au niveau européen. Et enfin, on avait une gestion documentaire avec, comme je vous le disais, l'intégrité des données à respecter. Pour terminer, il y avait aussi donc, une évaluation clinique qui a été dès le début mise en place par le Dr Bosc pour pouvoir après argumenter et comparer par rapport à ce que l'industriel pouvait faire. Donc, est-ce que les greffons prenaient, est-ce qu'il y a l'absence de nécrose et puis aussi l'efficacité. Là, les données ont déjà été publiées et il s'avère qu'il est plus efficace à son sens. Après, c'est des études qui ne sont pas randomisées, qui ne sont pas en double aveugle, qui peuvent être améliorées. Et puis ensuite, on avait aussi dans l'idée de monter un système de management de la qualité basé sur l'ISO 13485, qui est donc la norme qu'utilisent les fabricants de dispositifs médicaux, mais qui nécessite donc un investissement de la direction de l'hôpital au niveau financier, tout particulièrement, et des effectifs pour encadrer la production, que ce soit en ingénierie ou en réglementaire. Pour terminer sur cette expérience CUDJO, je dois vous dire qu'elle a été inaboutie pour des raisons autres que réglementaires. L'hôpital est en perpétuel
travaux et le bloc opératoire était en reconstruction donc il y a 2 ans. Nous n'avons pas réussi à disposer de locaux adaptés à la production d'implants, c'est-à-dire qu'il faut des locaux fermés qui soient capables d'évacuer les fumées. Et donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu continuer. Je préconise, à mon sens, de mettre en place une plateforme de production centralisée pour réduire les coûts et surtout améliorer la qualité des impressions 3D pour les patients, tout en évitant d'atteindre une échelle industrielle et en respectant un délai de production qui soit suffisamment court pour être pertinent, avant éventuellement de devenir un réel fabricant de dispositifs médicaux et rendre ainsi accessible la chirurgie personnalisée au plus grand nombre. Merci. Excuse-moi. Merci. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Florian, du coup, je suis business developer pour Lattice Medical. Donc, on est une entreprise lilloise. Je vais essayer de faire le lien entre toutes les parties au niveau de l'impression 3D. Je vais reprendre un petit peu les bases de l'impression sur les types d'impression qui existent. On ne va pas toutes les revoir, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui ne sont pas forcément pertinentes pour le domaine hospitalier et pour les débuts, entre guillemets, de l'impression 3D dans l'hospitalier. Donc on va voir les principales. Nous, Lattice Medical, aujourd'hui, on est une entreprise qui a un petit peu les 2 casquettes, dans le sens où on développe des dispositifs médicaux implantables, donc on va voir un petit peu après, donc en tant que fabricant. Et on accompagne aussi, que ce soit les hôpitaux, les universités, les entreprises, sur de la prestation de services ou sur de la vente de produits liés à l'impression 3D. Donc on peut fournir, nous, aujourd'hui, des filaments donc pour l'impression 3D, donc différents matériaux pour différents besoins, et tout ce qui est service, parce qu'on a les imprimantes, on peut extruder sur mesure du filament pour répondre aux besoins. Donc voilà, on écoute le cahier des charges et on travaille en fonction. Du coup, pour commencer, les différentes techniques d'impression 3D, j'en ai sélectionné 3 qui sont les 3 principales, on va dire, qui sont potentiellement visibles dans le milieu hospitalier. La SLS, donc je ne vais pas rentrer dans le détail très technique parce que c'est compliqué, ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est vraiment juste une surcouche pour savoir un petit peu comment ça marche. La SLS, qu'on appelle aussi impression par poudre, techniquement, l'avantage, c'est que ça permet de faire des pièces qui ont des géométries compliquées, dans le sens où on ne va pas avoir de support d'impression. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, 2 bacs, comme ça, un bac de poudre et un bac où on aura notre impression. On va avoir un rouleau qui va venir poser juste une couche de poudre et un laser qui va sélectionner quelle poudre allier ensemble. Et on va avoir la répétabilité, jusqu'à avoir toute notre hauteur d'impression. L'avantage, c'est qu'on a solidifié que notre design à nous, et après on sort le design de la poudre, et il n'y a pas de support. Donc on arrive à avoir des pièces qui, on peut le voir ici par exemple, ça, c'est une sphère dans une sphère dans une sphère. Il n'y a pas de support, il y a un petit peu de post-traitement à faire dessus, c'est-à-dire sabler pour enlever la poudre résiduelle qui peut rester. La SLS, c'est quelque chose qui est plutôt quand même assez industriel aujourd'hui dans ses capacités. On peut faire pas mal de volume. Le matériau principalement utilisé, c'est du nylon, donc des pièces quand même assez rigides. On a aussi des matériaux un peu plus flexibles. Mais on va dire que le panel de matériaux n'est pas non plus immense et très conséquent. Mais il a ses avantages, comme je disais, des pièces à géométrie assez compliquées. Ensuite, on a la SLA, ou entre guillemets résine. Donc la résine, c'est un autre type de technique aussi, où là on prend le problème entre guillemets à l'envers. Donc au lieu d'avoir la pièce qui s'imprime et on descend le plateau, là on va monter le plateau, un peu dans le même principe, c'est-à-dire qu'on va plonger un plateau d'impression dans une résine liquide, et pareil qui va se faire solidifier par un laser ou un écran UV, et du coup cette lumière va faire polymériser la résine et avoir notre pièce dure. Par contre, sur ce type d'impression, vu qu'on a un plateau qui monte, bien souvent, on est obligé d'avoir des supports, sauf des designs qui ne nécessitent pas de support. L'avantage, c'est qu'on a aujourd'hui, sur ce type de machines, beaucoup de machines à environnement fermé, avec des consommables qui sont captifs et qui permettent d'avoir quelque chose de biocompatible.
qui sont certifiés biocompatibles, en tout cas sur certains degrés. Et du coup, principalement, comment on peut l'utiliser, comment on l'utilise nous aujourd'hui. Les photos que vous voyez, c'est des photos de notre labo. On fait des guides dentaires pour l'implanto, pour après mettre de l'implanto dentaire, donc pour faire le perçage, pardon. Donc ça, c'est des pièces qui, avec un système de SMQ justement et des machines qui sont certifiées et des conserves certifiées, on peut sortir un dispositif médical qui est certifié. Donc ça, c'est quelque chose qui est intégrable aussi à l'environnement d'un hôpital. Voilà, passer toutes ces certifications-là aussi. Et enfin, la technique, je pense, qui est la plus commune et la plus connue, parce que c'est la plus facile d'accès, dans le sens où elle est peut-être un peu plus simple à comprendre et niveau financier, elle est plus accessible aussi. Après, évidemment, il y a des machines FDM beaucoup plus chères que des SLS et vice-versa dans tous les domaines. Ça dépend un petit peu du champ d'utilisation. C'est une technique assez simple. On va avoir un plateau qui va bouger sur différents axes X, Y, Z, et avec du coup une bobine de filament, donc de polymère, qui va passer dans une mini-extrudeuse, donc une petite tête, qui va se déplacer, qui va déposer une couche de fil à chaque fois et qui va faire le design. Donc évidemment, encore une fois, il faut, si on veut éviter les supports, avoir un design qui évite les supports, mais c'est entre guillemets la technique entre guillemets un peu classique. L'avantage, c'est au niveau du choix des matériaux. On peut trouver énormément de choses. Rien que nous, chez Lattice, on est spécialisé sur le médical. Donc on a des filaments, on a deux gammes, donc une gamme un peu standard où on a des filaments assez classiques, comme vous avez vu, ABS, polycarbonate, TPE, PETG, permettent de faire beaucoup de choses, du petit prototypage, des petites séries, des petites pièces de remplacement, comme qui a été évoqué, du polycarbonate qui est autoclavable, donc on peut penser aussi au guide de coupe, le TPE pour des interfaces d'orthèse, par exemple, et l'orthèse faite en ABS, donc on peut combiner même ces matériaux entre eux, et on a même des matériaux qui vont encore plus loin et qui, eux, sont implantables et résorbables. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après avec le cas d'application qu'on a, nous, avec Matisse. Et du coup, au niveau de l'utilisation, là, on peut imaginer beaucoup plus de choses. Faire du petit DM ou du petit DMI, c'est tout à fait possible. Nous, notre implant est imprimé sur une machine FDM. Donc c'est ça aujourd'hui l'avantage. C'était voilà, pour présenter un petit peu très basiquement les trois types. On va passer sur des cas un petit peu concrets d'utilisation de l'impression 3D dans le médical. Nous, aujourd'hui, chez Lattice, on développe plusieurs projets. On en a deux sur lesquels on peut discuter, on a matière à discuter aujourd'hui, qui sont des dispositifs médicaux implantables, résorbables. Donc nous, on est spécialisé dans le tissu mou. Et aujourd'hui, on en a deux. Donc pour lequel on est un petit peu connu, c'est l'implant Matisse, que je vais présenter juste après, qui est un implant de reconstruction mammaire, imprimé en 3D, implantable et résorbable. Et on a aussi Rodin, qui vient en complément de nos amis de chez Urgo, qui du coup ne s'occupe pas du tout du derme, mais de l'hypoderme. Donc la reconstruction profonde des couches de la peau, par exemple pour les grands défects, pour les grands brûlés ou les grosses blessures. Vous verrez que c'est un peu les mêmes systèmes et les mêmes philosophies d'approche entre les deux DM. Pour du coup expliquer rapidement Matisse, j'ai mis les iconographies de la technique chirurgicale pour un peu étayer les propos et que ce soit un peu plus digeste. Du coup, le but, c'est vraiment de remplacer les implants en silicone pour les avantages et les inconvénients qu'on connaît. L'avantage, c'est que c'est une chirurgie qui est rapide, qui esthétiquement a de bons résultats, parce que c'est un implant qui tient bien avec une petite cicatrice. Malheureusement, on a un corps étranger dans le corps pendant plusieurs années. Et surtout, il faut retourner au bloc opératoire, parce que l'implant, il n'est pas ad vitam aeternam. Il faut retourner tous les 10 ans. Donc pour éviter ce traumatisme-là, les fondateurs sont réunis autour d'un projet, c'est-à-dire de proposer une solution de reconstruction qui permette d'aller une seule fois au bloc et qui soit le plus naturel possible. Et du coup, c'est de là qu'est né Matisse. Donc c'est un implant qui est en deux parties. Et en fait, pour expliquer rapidement la technique opératoire, on va venir soit pendant la mastectomie, donc reprendre la même cicatrice, soit en post-mastectomie, reprendre la même cicatrice aussi, donc on n'en refait pas une deuxième. On vient placer le socle, je vais essayer de ne pas faire de bruit avec le micro, le socle dans le trou qu'on a fait en dessous du coup là où on a réséqué la tumeur. Donc il y a différentes tailles évidemment possibles. Et on va venir dessus mettre un lambeau de peau vascularisé. Ce lambeau, on va venir le chercher juste en dessous. Donc on n'a pas besoin, comme les techniques qui existent aujourd'hui, de prendre des gros lambeaux dorsaux qui nécessitent des grosses interventions de plusieurs heures justement, ou qui sont très invasifs. Là, on le prend vraiment juste en dessous au niveau des côtes.
qu'on va venir suturer ici, qui est vascularisé, donc qui permet au tissu graisseux de vivre, et on va le refermer avec cette coque. Cette coque, le but, c'est de protéger le lambeau. Nous, on veut que le lambeau y vive, parce que le volume, c'est pas la coque qui va le donner, c'est le lambeau de graisse qui va grossir. Donc le lambeau va grossir à l'intérieur de la chambre d'ingénierie, on appelle ça, et après 6 mois, avec les études qu'on a fait, on remarque qu'après 6 mois, la plupart, tout le volume est complètement rempli. Et je vous ai dit que c'est une prothèse qui est résorbable. Du coup, là, on a un aspect qui est quand même aujourd'hui assez rigide pour protéger de la compression de la peau. Après 6 mois, on retrouve quelque chose vraiment déjà très souple, au feeling quasiment naturel. Et vous voyez les étapes de résorption. Donc au début, on a ça. Et vous voyez que la graisse, elle va prendre plus de place, le volume disparaît. Et entre 18 et 24 mois, dépendant des patients et de l'environnement, la prothèse disparaît complètement et la graisse reste en place. Pour les questions qui peuvent arriver, c'est on va avoir quasiment le même volume et la même forme, puisque la peau ayant la mémoire de forme, on va reprendre la forme initiale du sein. Donc on a une reconstruction qui va durer 1h30 en un seul temps opératoire et qui ne laisse rien dans le corps après 2 ans. Donc c'est ça aujourd'hui l'avantage. Et vous voyez, ça c'est développé avec des polymères que nous on a fabriqués. Donc on achète les granulés et on les met sous forme de filaments. Et après on les imprime avec une imprimante FDM. Donc on arrive à faire quelque chose avec, je ne vais pas dire peu de moyens, parce que aujourd'hui les machines, vous pouvez en trouver à tous les prix, mais on n'est pas obligé d'avoir des machines industrielles. Nous, aujourd'hui, on produit ça sur des machines qui ne sont pas encore des machines industrielles, et on arrive à sortir ça. On a fait le préclinique, aujourd'hui on est en études cliniques, donc pour l'instant ça se passe très bien, et on continue comme ça, du coup. Pour des exemples de DM un peu plus classiques, en tout cas qui ne sont pas DMI. Pareil, on peut rebondir sur ce qui a été dit aussi, mais on peut faire des guides de couple. On avait parlé de la maxillofaciale, mais aussi par exemple en orthopédie. On peut associer différents matériaux ensemble. On peut faire du modèle anatomique pour l'entraînement, pour les jeunes chirurgiens, pour l'éducation des patients. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On arrive à trouver des matières aussi qui arrivent à reproduire la sensation de l'os, la porosité, etc. Donc c'est vrai que pour l'entraînement, c'est ce que je dis souvent quand je discute avec des clients, avec des prospects ou avec les gens de l'équipe, c'est l'impression 3D, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de se libérer des contraintes de quantité, parce qu'on peut faire des toutes petites séries, on peut essayer des petites choses. Et du coup, après, ça laisse libre cours, entre guillemets, à l'imagination. Surtout dans le domaine médical, on peut imaginer beaucoup de choses. Au niveau des enjeux et des challenges, il y a un peu le côté technique et réglementaire qui a été très bien présenté par M. Misando. Mais du coup, le côté technique, il faut trouver sa technique d'impression fiable par rapport à son projet. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a présenté telle technique que c'est la bonne pour nous. Ça dépend de son design, ça dépend de sa répétabilité. Est-ce qu'on veut l'industrialiser derrière? Est-ce qu'on a des contraintes réglementaires d'environnement ou pas du tout? Idéalement, trouver un design qui rend la répétabilité aussi faisable et l'industrialisation possible, quelque chose qui est plus ou moins facile à imprimer, ou en tout cas qui ne s'imprime pas en 72 heures, si on peut essayer de réduire pour pouvoir faire plus de volume. Et justement, l'un des challenges, c'est de réussir à produire assez de volume. Parce que, comme on l'a dit, l'impression par rapport à l'injection et au moulage, c'est beaucoup plus long, donc il faut réussir à produire assez de volume, et ça nécessite des grandes salles blanches, des investissements avec beaucoup de machines et des opérateurs. Mais c'est possible, on est aujourd'hui dans une logique d'industrialisation où on cherche, et en tout cas c'est faisable. Par exemple, sur un plateau d'impression, vous pouvez mettre plusieurs implants, il y a des choses à un petit peu chercher. Et au niveau du réglementaire, après c'est ce qui est fait dans tous les mises sur le marché des dispositifs médicaux, mais c'est la phase d'essai clinique. Là où il y a un challenge, c'est le recrutement, je dirais, des patients et des cliniciens, dans le sens où c'est peut-être des technologies qui sont un peu nouvelles, où c'est une rupture technologique qui est un peu différente, et donc du coup on l'appréhende différemment, on est peut-être un peu plus frileux. Donc il y a beaucoup d'éducation à faire sur ça. Et aussi aujourd'hui la technologie, elle est pas, on commence à en parler, il y a des choses qui sont faites, in-house, etc. Mais c'est pas non plus très très répandu. Tous les hôpitaux sont pas dotés d'un petit Fab Lab, etc. Donc il y a aussi un manque d'expertise des institutions, donc qui peuvent aussi freiner parfois les parties réglementaires. Mais sinon, en tout cas, il n'y a rien d'entre guillemets d'insurmontable, comme on disait. C'est des super projets, des super challenges. Donc franchement, il y a vraiment matière à faire des choses très, très sympas.
Du coup, chez Urgo R&D et chez Urgo Recherche, on a aussi pris le virage de l'impression 3D sous plusieurs formes. Alors, dans un premier temps, on a essayé une utilisation directe, donc fabrication à façon de dispositifs médicaux, des pansements notamment, et fabrication aussi de goupillons, etc. Je vais vous montrer un peu les exemples. Alors, les pansements à façon ont été étudiés d'une manière assez simple, c'est de reprendre un pansement classique et de lui imprimer dessus une partie en relief pour s'adapter à une plaie notamment cavitaire. Donc le principe, en fait, on voit la plaie à gauche. Le but était de scanner la plaie et d'en ressortir le relief. Ensuite, on passait au post-traitement CAO, histoire d'en ressortir le négatif. Et l'impression 3D pouvait imprimer le relief sur un pansement. L'intérêt de cette impression, c'était de pouvoir intégrer le relief dans la plaie et d'associer à ça la technologie TLC-NOSF développée par Urgo. Une deuxième étude qu'a étudié Urgo, c'était les goupillons pendant la crise Covid, à la demande du CHU de Dijon. Donc on a fait la conception et l'étude jusqu'à l'impression. Mais ces deux projets ont été soit en stand-by ou ont été arrêtés pour les goupillons, parce que notamment pour les mêmes problématiques de dossier, de coûts de fabrication et de stérilisation aussi. Donc ces projets sont en stand-by. Ça n'empêche pas Urgo de continuer à utiliser l'impression 3D pour les raisons évoquées de simplicité de fabrication de petits modèles, de coûts, de rapidité pour avoir notamment des maquettes et des prototypes et des outillages. Donc j'ai pris 3 petits exemples. Donc le laser UrgoTouch, qui est un laser d'optimisation cicatricielle vendu par Urgo. Donc en fait, la coque du laser a été dessinée en CAO chez nous, ensuite développée et imprimée, et aujourd'hui commercialisée via cette conception. L'intérêt, c'était la rapidité d'avoir les premiers prototypes. Donc ça marche bien. Et si on veut, par exemple, aujourd'hui augmenter la maniabilité, par exemple, du laser, on a toute la CAO, on peut changer des petits détails et changer quelques détails pour pouvoir réimprimer derrière. Alors, une utilisation simple, mais à laquelle on ne pense pas forcément, mais voilà, c'est les boîtes pour lesquelles on a développé, on a amélioré en tout cas ou changé le design. Et ça permet des validations de volume et des validations de design, mais maintenant, le fait de l'avoir en interne, ça permet et la rapidité et des gains de coût aussi. Et actuellement, on est sur un projet de fabrication de bancs de mesure, d'un prototype pour la mesure. Donc là, on est en train d'imprimer une jambe. Donc, ce qu'on appelle la jambiraille, c'est une jambe qui permet l'étude de bandes de contention notamment. Donc l'idée, c'est d'avoir une jambe imprimée, de pouvoir l'ouvrir et la refermer de façon mécanique. Et ça permet d'étudier les forces de contention, de simuler une contraction en fait du mollet et nous en laboratoire de recherche du coup de trouver le bon prototype à commercialiser derrière. Donc j'ai fait une petite vidéo de quelques étapes de la jambiraille du coup qui est en cours encore, donc je vous ai pas emmené le prototype, mais l'idée c'était de partir d'un scan de pied parce que le pied est pas évident à dessiner en CAO. Donc le fait de le faire en scanner, on a quelque chose de plutôt précis et qui ressemble à la vérité, au plus près, qui ressemble à quelque chose de réel. Ensuite, on passe en CAO pour l'adapter parce qu'il va être monté sur un banc de mesure, donc il faut notamment le creuser, tout ça. Ensuite, on passe par l'intermédiaire logiciel pour monter les structures qui permettent l'impression. Et voilà ce que ça donne en sortie d'impression. Alors,
elle n'est pas complète, mais c'était pour la vidéo. Et ça, c'est une fois qu'on a enlevé les structures, on a un pied qui ressemble plutôt bien à un pied. Et voilà, le but, ça sera de l'ouvrir et de le fermer de cette manière pour pouvoir étudier notamment des chaussettes ou des bandes de compression. Merci beaucoup à tous les intervenants pour ces super présentations. Merci à vous d'avoir suivi cette session et je vous invite à poser vos questions en scannant le QR code qui sera présent à la fin de cette présentation. Merci.